Monsieur Blondy, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous recevoir une nouvelle fois après notre premier entretien vidéo consacré aux pirates, corsaires et flibustiers. Aujourd'hui, je vais vous interroger sur votre biographie consacrée à Paul Ier, La folie d'un tsar, aux éditions Perrin. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Marlène et Shems des éditions Perrin, les attachés de presse, qui en plus d'être gentils sont très réactives, efficaces et on peut vraiment compter sur elles. Donc c'est vraiment très appréciable et c'est en partie grâce à elles que l'entretien de ce jour peut avoir lieu. Donc je les remercie vivement. Monsieur Blondy, pour commencer cet entretien, je voudrais vous poser une question très simple. Qui sont les parents de Paul Ier? Ah, assurément, c'est Catherine II. Ah, ça, de toute façon, là, on est certain que Catherine II était sa mère. Alors, quant à son père, ben, inévitablement, ça n'est pas le tsar Pierre III, parce que tout simplement, il était incapable d'avoir des enfants. Et donc, l'impératrice Élisabeth s'en était rendue compte et elle avait fait savoir à la jeune grande-duchesse qui était Catherine qu'il fallait absolument qu'elle fasse des enfants et elle lui avait élégamment donné le choix entre deux amants. Donc, elle en a choisi un qui est Saltykov et dont elle a eu plusieurs enfants de suite, mais donc une fille, une fausse couche, etc., jusqu'à avoir Paul enfin. Alors, elle avait choisi Paul parce que elle avait choisi Saltykov parce que c'était un très bel homme. Et donc, le problème, c'est que la génétique n'est pas du tout en filiation directe et que Saltykov avait un frère qui était d'une laideur abominable et le pauvre Paul va ressembler à son oncle et non pas à son père, son géniteur. Alors, je précise bien évidemment que j'ai vraiment apprécié votre livre et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur deux sujets. Déjà sur l'Empire des Tsars et l'autre sujet dont on parlera si on a l'occasion, d'en savoir plus sur Malte. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Une autre question qui m'intéresse, c'est, alors vous répondez dans le livre, mais là le but c'est qu'on en parle pour donner envie aux auditeurs et à ceux qui vont voir la vidéo d'acheter votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant la formation intellectuelle de Paul, qui l'a élevé? Est-ce que ça s'est bien passé, son éducation? Est-ce qu'il avait un précepteur, deux précepteurs? Je vous écoute. Paul a été très très bien élevé. D'abord, c'était un garçon intelligent, je dirais même sans doute assez intellectuel parmi les princes de son époque. C'est un peu comme Louis XVI, si vous voulez. C'est une tâche parce que ce sont des gens qui s'intéressent aux sciences, à la culture, ce qui n'est pas le cas très généralement des princes des familles royales. Paul, donc, a été très bien élevé, y compris religieusement, il avait aussi un précepteur pour des raisons, dans le domaine de la religion. Paul a été donc un enfant relativement choyé tant que l'impératrice Élisabeth a régné. Parce qu'elle était très fière de celui qui un jour lui succéderait, et c'est elle qui s'est chargée de son éducation. Vous savez qu'elle l'a retiré immédiatement des bras de sa mère alors qu'elle venait d'accoucher, et d'ailleurs on avait complètement oublié l'accoucher, elle est restée quasiment une dizaine d'heures dans la salle où elle venait d'accoucher sans que personne ne s'intéresse à elle. Donc, tant que l'impératrice a régné, donc Paul a été très bien élevé. Ensuite, lorsque son père est devenu tsar, eh bien, il n'a rien changé à l'éducation de son fils, ce qui fait qu'il a eu des précepteurs de grande qualité. Ce n'est qu'ensuite, après la mort de son père, enfin, dirons-nous, l'assassinat de son père par sa mère, que Paul va être cantonné, Catherine II mettant un point d'honneur à ne lui donner que des précepteurs complètement ignares pour ne pas que lui devienne intelligent, trop intelligent, et lui porte ombrage. D'ailleurs, c'est un des aspects de votre livre, notamment jusqu'au décès de sa maman, où les rapports avec sa mère sont emplis de conflits, de méfiance. Il a même cru parfois qu'on allait s'en prendre à lui physiquement. Oui,
Alors, on aurait pu sous-titrer cet ouvrage « À quel malheur d'avoir une mère ». C'est une catastrophe. C'est-à-dire, ce garçon a été gâché totalement par Catherine II. Catherine II ne supportait pas son mari. Ce que l'on comprend, c'est qu'il était ivrogne depuis qu'il avait l'âge de 11 ans. Donc, c'est quand même, c'était pas un cadeau. De surcroît, c'était un avorton dans un pays qui était la Russie et qui était l'ennemi farouche de la Prusse. Il était prussophile et donc c'était quand même un scandale. Donc, Catherine II s'arrange pour s'en débarrasser et elle prétend faire un coup d'État, enfin plutôt elle prétend susciter cet assassinat et ce coup d'État au nom de son fils. Son fils qui est officiellement le fils du tsar défunt, il est donc le tsar. Mais elle prend le pouvoir, estimant qu'il est trop jeune, n'est-ce pas? Et son gros problème a été justement ce fils, car à tout moment, Paul pouvait réclamer le trône, puisqu'il était le fils légitime du tsar défunt, et donc chasser sa mère. Et en même temps, sa mère lui faisait savoir qu'il était bâtard, et que donc il n'avait aucune chance d'être le fils de Pierre, et que s'il voulait régner, il ne régnerait que par rapport à elle. Donc ce sont des liens, voyez-vous, je te tiens, tu me tiens, et c'était absolument horrible. C'est que tous les jours, elle l'insultait quasiment en lui disant « mais tu n'es qu'un bâtard ». Et lui, bien, il ravalait tout cela, nourrissant une haine contre sa mère et un amour exacerbé en faveur de son père, qui était son père légitime, mais non pas son géniteur. Alors, il y a un autre point que j'aimerais que vous abordiez. Ça a l'air d'être une coutume à l'époque ou une tradition. C'est ce fameux tour d'Europe, ce fameux voyage en Europe de Paul. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Oui, alors Paul n'est pas le premier, c'est-à-dire qu'il y avait deux princes qui avaient effectué un tour d'Europe incognito, enfin autant qu'on peut faire un tour d'Europe incognito quand on est un prince, c'était l'empereur Joseph II et le roi de Suède. Donc, je pense qu'à un moment, Catherine II s'est dit, eh bien, il devient gênant, je vais l'envoyer en Europe. Mais elle l'avait envoyé en Europe, elle avait décidé de l'envoyer dans des endroits bien précis, c'est-à-dire pour aider son changement diplomatique et son alliance avec l'Autriche contre la Prusse. Or, Paul, comme son père légitime, était favorable à la Prusse et hostile à l'Autriche. Donc, lorsque Paul a dit « Ah ben, on va passer par Berlin », sa mère a dit « Il n'en est pas question ». Donc, vous irez immédiatement à Vienne. Et là, donc, on fait le tour de tous les princes et princesses Habsbourg. Donc, il va à Vienne. Il est très, très bien reçu à Vienne. Il va ensuite à Florence, où il est reçu donc par le frère de l'empereur, qui est le grand-duc de Toscane. Et ensuite, il va à Naples, où il est reçu, là, cette fois-ci, par la sœur de l'empereur, qui est Marie-Caroline, avec son époux Ferdinand IV. Bon, alors là, ça se passe relativement mal, et donc il repart, et il arrive en France, où il est reçu, là encore, par la sœur de l'empereur, qui est Marie-Antoinette et Louis XVI. Et là, ça se passe divinement bien, ils ont été parfaitement reçus. Quand on lit l'emploi du temps qu'ils ont eu, on se demande comment les princes survivaient à un train de vie et de fêtes, d'opéras, de réceptions et de discussions. Mais ceci, bien sûr, entre 1781 et 1782, Paul et sa seconde épouse vont donc découvrir l'Europe de façon merveilleuse. Et le roi de Prusse avait dit il espère revenir grandir en Russie, et ce sera pire que tout parce que Catherine sera jalouse, et en effet, jalouse des réceptions que son fils avait eues, eh bien, elle ne lui en tient aucun compte, et surtout, elle le claque mur dans un palais assez éloigné de Saint-Pétersbourg. Est-ce que sur le plan politique, voire géopolitique, ce voyage en Europe a-t-il été profitable au futur Paul Ier, ou au contraire, il n'en a rien tiré comme leçon? Alors, le problème, c'est que, je dirais, au niveau géopolitique, il a connu l'Europe d'Ancien Régime.
il va monter sur le trône au moment de l'Europe des révolutions, enfin de la Révolution. Et donc, je vais dire, toutes les cartes sont rebattues. Il a eu des liens assez étonnants, notamment avec Pie VI. Pie VI l'a trouvé tellement, tellement malheureux qu'il l'a embrassé. Le pape n'a jamais embrassé beaucoup de monde. Et il aura eu une affection pour le pape, alors que bon, il est orthodoxe et que l'évêque de Rome ne l'intéresse pas beaucoup. Il va détester le roi de Naples. Il n'appréciera pas beaucoup les Autrichiens et il leur jouera des mauvais tours en 1800. Et bon, il a adoré Louis XVI et Marie-Antoinette, et donc il ne pardonnera pas aux Français le régicide de 1793. Alors, vous avez parlé de la révolution de 1789 qui se déroule en France. Comment ces événements sont accueillis à la cour de Russie, à la fois par l'impératrice et par le futur empereur? Alors, très mal. Je dirais, la France, l'image que l'on a de la France en Russie, c'est l'image de la France des Lumières. Hein. Donc, c'est celle des grands penseurs et surtout celle de Voltaire. La Révolution française, c'est plutôt la France de Rousseau. Et ça, ce n'est pas du tout dans le goût de la cour de Saint-Pétersbourg. Donc, immédiatement, la cour de Russie fait savoir qu'elle est ouverte pour recevoir les gens qui subiraient le contre-coup de la Révolution, mais en même temps, elle va mener une politique, je dirais, policière, inquisitoriale, pour vérifier chez les Français qui étaient en place ou les Français qui arrivaient, s'ils pouvaient avoir quelques liaisons avec les idées nouvelles. Vers la fin de sa vie, sa mère, l'impératrice, se pose la question de le déshériter. Donc il y a des rumeurs, des bruits de couloir. Alors moi j'ai deux questions. Un, est-ce qu'il a vraiment eu peur à cette époque, Paul Ier, d'être déshérité? Et de deux, alors ça ne s'est pas passé, mais est-ce que cela aurait pu être possible dans le contexte russe, tsariste de l'époque? Alors, vous êtes généreux en disant que c'est vers la fin de sa vie. Catherine II a pensé à déshériter Paul dès qu'elle est montée sur le trône. Dès qu'elle est montée sur le trône, elle a voulu épouser Orlov, son amant, et donc donner naissance à un fils. Et elle aurait à ce moment-là déshérité Paul en disant il est bâtard, et parce que bon, et elle aurait eu un nouvel héritier. Donc c'est Panine qui était donc le ministre de la Tsarine, mais qui avait été le précepteur de Paul, qui lui dit Madame, la veuve de Paul peut décider ce qu'elle veut, Madame Orlova ne pourra rien faire. Donc, elle abandonne l'idée de devenir Madame Orlova et donc elle garde Paul. Alors, à la fin de sa vie, oui, bien sûr, elle va essayer de s'en débarrasser. À un moment, elle pense à épouser ou désigner comme son successeur le tsar Alexis VI, qui était lui en prison depuis un bout de temps, et donc il va finir par être assassiné d'ailleurs. Donc c'est vraiment, pour elle, c'est une façon permanente, si vous voulez, de se libérer de Paul, mais elle sait aussi qu'en Russie, il y a des tas de gens qui pensent que si elle est la tsarine, c'est parce qu'elle est la mère du tsarevitch. Oui, donc revenir à tuer son fils, revient à scier la branche sur laquelle Absolument, sur laquelle elle est assise. En fait, je parlais de la fin de sa vie parce que dans votre ouvrage, quand elle est dans son lit, ça revient avec insistance, c'est pour ça. Donc, sa maman décède, il devient Paul Ier. Et là, j'ai été étonné. Alors là, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Alors, bien évidemment, lorsqu'il y a un conflit entre un héritier et son successeur, ce n'est pas... Enfin, c'est évident que le successeur, très souvent, prend le contre-pied des réformes du précédent. Donc là, en l'occurrence, il va prendre le contre-pied des mesures de sa mère. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des décisions moi, qui m'ont vraiment étonné en ce qui concerne les habits et également des réformes sur les coupes de cheveux. Ah oui, alors ça, c'est Paul. Je crois que Paul va être détesté en Russie, moins pour les mesures politiques qu'il prendra,
que pour les mesures d'ordre somptuaire. Il va s'occuper, mais vraiment à tout moment, de petites législations quotidiennes. Donc déjà, la Révolution française explose et les perruques disparaissent. On porte les cheveux au naturel, coupés à la Titus. On a des chapeaux ronds, on n'a plus de bicorne, de tricorne, et puis on a des habits sans rabat. Et je ne vous parle pas, bien sûr, le remplacement de la culotte par le pantalon, mais ça n'est pas encore arrivé en Russie. Eh bien, Paul va prendre le contre-pied systématiquement. Donc, les cheveux coupés ronds sont interdits. Les chapeaux ronds de la même façon. Il faut absolument avoir un bicorne ou un tricorne. La perruque avec les ailes relevées est obligatoire. Et puis, il y a des législations complètement aberrantes, comme par exemple lorsque l'empereur se promène en carrosse dans la ville de Saint-Pétersbourg, eh bien, tous les carrosses doivent s'arrêter, les piétons doivent bien sûr saluer, et les gens qui sont dans les carrosses doivent descendre de leur carrosse et s'agenouiller. Alors, quand on sait que la Rasputitsa, c'est-à-dire en fait le dégel, transforme grosso modo pendant un mois et demi, les rues de Saint-Pétersbourg en un cloaque de glace, de neige et de boue, vous imaginez les dames qui descendaient et qui pouvaient changer autant de chaussures que de vêtements. Je vais vous citer parce que ce passage me semble révélateur de ce que vous venez de dire. Alors, c'est en page 171, vous dites « Personne ne pouvait se targuer de satisfaire ce maître aux exigences fantasques. Ces décisions purent être résumées par la formule qui lui était chère, deux points ouvrez les guillemets, je ne demande point d'autre service que l'exécution fidèle de mes ordres, fermez les guillemets, et vous poursuivez, et là c'est quand même très intéressant, entre son accession au trône et son couronnement, soit 6 mois, il publia près de 2000 oukases quand Catherine, en 30 ans de règne, n'en avait signé que le double. Paul était loin de faire le sien l'adage latin « Dominis non curat praetor », le magistrat ne s'occupe pas de choses insignifiantes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce passage, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est le problème de Paul, c'est-à-dire que Paul n'a pas eu de formation, il a eu une formation intellectuelle importante, je l'ai déjà dit, mais il n'a pas eu de formation à la chose politique, car Catherine II a bien veillé à ce qu'il ne soit absolument pas formé à gouverner. Donc, il estime que la loi, c'est lui, il n'est pas le seul, hein, tous les chefs d'État de l'époque le pensent, mais il ne fait pas la différence entre la loi, l'édit, l'ordonnance, le règlement. Tout ça, ça devient une loi. Donc, il va prendre des oukases sur l'abolition, par exemple, des assignats, le retour à la monnaie métallique, ce qui me paraît tout à fait normal de la part d'un chef d'État, mais en même temps, il prendra le même oukase avec la même valeur sur la taille des revers de manche, des boutons ou des perruques. Donc, c'est cela qui est absolument étonnant. Et alors, en même temps, il a de bonnes idées, mais il ne voit pas les conséquences de ces idées. Par exemple, il va décider que les serfs lui prêtent serment. Jusqu'alors, seuls les êtres libres peuvent prêter serment au tsar. Lorsque les serfs vont prêter serment au tsar, ils vont estimer qu'ils sont les égaux de leurs propriétaires. Donc, ça entraîne des émeutes et il va falloir qu'ils reviennent en arrière. Donc, il est bourré, il est pétri de bonnes intentions et en même temps, ces bonnes intentions se retournent contre lui car il est obligé de faire marche arrière, car il n'en voit pas les conséquences. Il n'a aucune formation à la politique. Et ce passage sur les serfs dans votre livre est très intéressant, parce que même dans votre livre, là je vous cite de mémoire, mais vous dites même que les serfs ils sont très contents de prêter serment et qu'ils vont se croire libres, et en fait il va créer des déceptions politiques. Oui, mais en même temps, je dirais Paul aujourd'hui, y compris aujourd'hui dans la Russie d'aujourd'hui, Paul est à la limite canonisé parce que ça a été le tsar des pauvres, si vous voulez. Hein, je veux dire, il y a un côté Lady Di de Paul en plus laid, bien sûr. Alors, votre livre est vraiment très riche, hein, vraiment très très bon ouvrage. On ne peut pas parler de tout. J'aimerais avoir votre avis sur un point qui m'intéresse, bien évidemment. C'est le parti pris que j'ai choisi. Alors, on connaît les événements de la Révolution française. Hein, 21 janvier 1793,
Louis XVI est assassiné par les révolutionnaires. Les frères du roi, le comte de Provence et Artois, avaient déjà quitté la France. Et il y a un point que j'aimerais en discuter avec vous. C'est là aussi, je trouve que son attitude est paradoxale. C'est-à-dire qu'il permet à Louis XVIII, à celui comte de Provence qui est devenu Louis XVIII, de venir s'installer en Russie, mais dans le même temps, il interdit à Louis XVIII de se rendre à la cour de Russie, et pire, il interdit même à la famille impériale d'aller rendre visite à Louis XVIII. Et comment expliquez-vous ces paradoxes incessants? Alors, ce n'est pas un paradoxe. Si vous êtes dans un système monarchique, Louis XVIII, pour les gens qui estiment que la dynastie, la règle dynastique est la loi de succession, Louis XVIII est donc l'oncle du dernier roi, non pas le frère du dernier roi, mais l'oncle du dernier roi. Il est roi parce que Louis XVII est mort. Donc, légitimement, il est le principe monarchique. Mais en même temps, Paul, comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'est rendu à Paris en 1781-82, donc, et là, il a rencontré justement les frères du roi, notamment Provence, qui quand même était d'un égocentrisme et d'un égoïsme sans nul autre pareil, et puis aussi Artois, qui était, on dirait aujourd'hui, un joyeux sauteur. Donc, c'était deux princes pour lesquels Paul, qui quand même était plus que sérieux, n'avait que mépris. Et donc, il s'est un peu vengé de cela lorsque il les a admis en tant que principe monarchique, hein, mais il ne les a pas reconnus en tant que personnes humaines. Et d'ailleurs, lorsque, donc en 1801, il va chasser Louis XVIII, il le fera appeler Monsieur Louis XVIII. Enfin, ce n'est pas le roi de France, mais Monsieur Louis XVIII. En revanche, il lui a donné le château des Ducs de Courlande, qui est un très très beau château à Mitau, Runtale aujourd'hui, et donc c'est absolument superbe. Vraiment, il a été très bien logé. Alors le problème, c'est qu'en plus, il avait quand même quelques avantages financiers, mais Louis XVIII réclamait toujours autant, parce que c'était le problème. Paul Ier aurait dû faire vivre Louis XVIII sur le train de Versailles. Alors, lors des événements de la Révolution française, donc les puissances alliées, qui vont devenir par le temps les alliés, donc s'associent pour lutter contre la France jacobine et révolutionnaire. Paul va devenir l'allié des puissances européennes, mais en fait très vite, et c'est là peut-être aussi le côté intéressant de ce personnage, c'est que lui va être honnête, entre guillemets, si je puis dire, dans sa croisade, et là je vous cite, anti-républicaine, et en fait il va être déçu de constater que les souverains européens sont beaucoup plus intéressés par le fait d'agrandir leur propre territoire plutôt que de combattre l'hydre révolutionnaire. Tout à fait. Paul a l'esprit chevaleresque, hein, sans doute lié à ses lectures, et puis aussi lié au fait que il a été un îlot de pureté dans la cour de Catherine II, qui était quand même, disons-nous, d'une immoralité, sinon d'une amoralité totale. Donc, Paul a gardé ce goût de l'absolu, et il s'est vu, au moment de la Révolution française, comme le chef d'une croisade, à la limite comme Richard Cœur de Lion, contre donc l'hydre révolutionnaire. Et il va s'allier à l'Angleterre, à la Prusse et surtout à l'Autriche pour donc débarrasser l'Europe des idées nouvelles. Et puis il va se rendre compte que les Autrichiens ne rêvent que d'une chose, c'est de s'agrandir du côté de l'Italie, que les Anglais veulent ruiner le commerce français définitivement et donc régner sur les mers, et que la Prusse ne rêve que d'une chose, c'est de s'agrandir en Allemagne. Et ça, c'est quelque chose qu'il déteste. Il est là pour chasser le méchant, pour exorciser l'Europe, mais pas du tout pour que justement des gens en profitent au passage. Et donc ça va très mal se passer, et jusqu'à la rupture de l'alliance, d'abord avec l'Autriche, puis ensuite avec l'Angleterre.
Et d'ailleurs, c'est là la chose la plus étonnante, il va se retourner, il va trouver dans Bonaparte quelqu'un qui imagine son égal, c'est-à-dire donc quelqu'un qui est à la fois mu par des volontés de bien faire, qui se révèle, disons, celui qui met le point final à la Révolution et qui commence à restaurer une idée d'État, sinon une idée de monarchie. Et donc, c'est là qu'il va rompre à la fois donc, avec l'Angleterre, mais aussi avec ce pauvre Louis XVIII. Alors, c'était ma prochaine question. C'est que Paul Ier, bon, ça ne sera pas le premier, hein, sans mauvais jeu de mots, à faire un retournement d'alliance, parce que comme vous le dites si bien, et vous l'expliquez parfaitement dans le livre, il va être déçu de ses alliés, donc il va se retourner contre eux en s'alliant à la France révolutionnaire ou à la France bonapartiste. Euh, mais entre Napoléon Bonaparte et Paul Ier, est-ce que dès le départ, il ne va pas y avoir des incompréhensions ou plutôt des non-dits qui vont amener là aussi une incompréhension d'un point de vue politique, voire même géopolitique? Alors, je crois que dans cette affaire, il faut compter sur Talleyrand. C'est Talleyrand parce que quand les chancelleries se rendent compte que Paul ne veut plus être le leader de l'alliance anti-française, la France fait des ouvertures. Bon, elles tombent à plat. Paul, d'abord, premièrement, parce que à la cour de Paul, il y a un parti pro-français, mais il y a aussi un important parti pro-anglais. Donc, ça tombe à plat. Et c'est Talleyrand qui va avoir cette idée, qui va souffler cette idée au premier consul. La France avait fait des prisonniers russes en Hollande, donc, et il dit, mais il n'y a qu'à les renvoyer chez eux gratuitement, sans rien demander, ce qu'il fait. Et donc, Paul pense que Bonaparte est un preux chevalier puisqu'il lui rend ses soldats. Donc, à partir de ce moment-là, on a une relation qui va se terminer par une relation épistolaire entre les deux chefs d'État. Et bon, comment vous dire, des deux côtés, on a envie d'en découdre contre l'Angleterre. Alors, Paul propose donc à Bonaparte de s'en prendre au royaume, enfin à l'électorat de Hanovre, le roi d'Angleterre étant électeur de Hanovre. Mais Bonaparte a d'autres idées. Ce qu'il veut, lui, c'est donc venger la France du traité de 1763, du traité de Paris, et reconquérir l'Inde. Donc, il propose à Paul d'attaquer l'Inde. La France partirait par l'Égypte et conquerrait le sud de l'Inde par l'océan Indien, tandis que la Russie arriverait par l'Asie centrale et fondrait sur l'Inde du Nord. Bon, Paul est absolument enthousiaste de cette affaire. Le problème, c'est qu'il a affaire à un Bonaparte qui est un militaire et pour qui bon, ça ne se décide pas d'un trait de plume sur du papier, donc il faut organiser cela. Et avant même que Bonaparte ait commencé à rédiger un plan de bataille, eh bien, Paul envoie une petite armée qui va mourir dans les steppes de l'Ouzbékistan et n'arrivera jamais. Mais entre-temps, bien sûr, il se passera le régicide ou le tsaricide, pardon, qui mettra fin à la courte existence politique de Paul. Il y a un aspect qui est marrant, enfin qui est intéressant, qui est un peu ironique dans votre ouvrage, c'est que bon, tout le monde connaît, en tout cas ceux qui regarderont la vidéo connaissent tout ça. Napoléon arrive à redresser la France, on signe la paix d'Amiens, mais il va y avoir une pomme de discorde avec la paix d'Amiens. C'est cette fameuse île de Malte que les Anglais devaient rendre. Et vous dites dans votre livre, et c'est ça que j'ai trouvé ironique, c'est que Malte déclenche la guerre entre la France et l'Angleterre en 1803, et l'épée dans le fourreau ne sera rangée après bien des péripéties en 1815. Et il y a quelque chose sûrement que nos auditeurs ne connaissent pas, c'est pour quelle raison un tsar de Russie, de surcroît de religion orthodoxe, tenait autant à cette île. Sur quoi se basaient ses prétentions?
Alors, je dirais, ce n'est même pas lui, enfin, ce n'est pas que lui, c'est surtout sa mère. Sa mère, Catherine II, donc à cette époque-là, au début du règne de Catherine II, il n'y avait qu'un seul port, c'était Saint-Pétersbourg. Et c'était l'époque où elle voulait reconquérir Constantinople et donc restaurer l'Empire byzantin et donc chasser les Ottomans de Constantinople. Donc la flotte russe devait passer par la Baltique, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et arriver en Méditerranée. Donc elle arrivait exsangue. Donc il lui fallait une base naturelle et elle propose alors à l'ordre de Malte de louer l'île pour sa marine. Les Français qui sont les maîtres de la Méditerranée à cette époque-là et qui officiellement, enfin Malte l'ordre de Malte n'est qu'un protectorat de la France sous Louis XV, donc les Français ne veulent absolument pas voir arriver les Russes à Malte, et donc cela échoue. Mais il y aura des conséquences puisque l'envoyé russe suscitera une révolution qui a failli chasser l'ordre de Malte. Enfin, la population maltaise, le clergé maltais, a failli chasser l'ordre de Malte, mais donc cette révolution a échoué. Elle va revenir à la charge cette fois-ci en envoyant alors là un marin pour que Malte devienne la base donc d'une attaque à partir de 1775-1780. Et donc l'idée de Malte comme base arrière pour la marine ottomane va, je dirais, devenir de plus en plus importante lorsque la Russie conquérera la Crimée. Donc, la Crimée, une fois conquise, on peut prendre donc dans une tenaille l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, elle a des liens avec la reine Marie-Caroline. Naples est un fief de la couronne de Naples, et elle a des liens avec la reine Marie-Caroline pour se faire céder la suzeraineté sur l'île de Malte. Donc, ça, c'est un fait, je dirais, de la diplomatie russe. Il faut s'emparer de Malte pour avoir une présence russe en Méditerranée. Lorsque la révolution éclate, donc l'ordre de Malte est un peu au centre des événements, et ça se termine donc en 1792 par la suppression de l'ordre de Malte en France, et l'ordre est totalement ruiné. 50% de ses revenus se situant en France. Donc, l'ordre va chercher des avantages à gauche et à droite, et il va tenter d'avoir de l'argent de la part de Catherine II. Catherine II refusera, mais Paul Ier, à peine sur le trône, il va donc promettre 300 000 florins annuels à l'ordre de Malte. Or, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a le fait que la France a envahi le nord de l'Italie, que Bonaparte traite d'égal à égal avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, avec le pape, et donc qu'on refait la carte du monde. Donc, Bonaparte est à Trieste, et à Trieste, on saisit la correspondance entre le tsar Paul Ier et l'ordre de Malte. Donc, tout ça est envoyé au directoire, et le directoire découvre que donc on a un prétexte pour intervenir à Malte. Mais on n'y pense pas à cette époque-là. On a le prétexte, mais on ne dit rien. Bon, Bonaparte revient en France, et là, Bonaparte, il a les dents qui rayent le parquet. Il veut devenir directeur, et donc aucun des directeurs ne veut de ce général trop connu auprès de ses troupes. On l'envoie dans des petites tâches, on se rend compte qu'il est de plus en plus, je dirais, important, il joue les importants, et donc on décide de l'envoyer en Égypte. Alors le problème, c'est que le directoire, c'est une constante de la Révolution française, n'a pas d'argent. Donc, on va faire une révolution à Berne, on vole le trésor de Berne, et avec le trésor de Berne, eh bien, on construit 3 escadres pour l'Égypte. Mais on n'a pas non plus l'argent pour payer les troupes avant d'envahir l'Égypte. Donc, on dit à Bonaparte, au passage, arrêtez-vous à Malte, vous volez le trésor de l'ordre, et avec ça, vous paierez les troupes. Et donc, en 1798, les Français s'emparent de l'ordre, et de Malte, et chassent l'ordre. Et les chevaliers, qu'est-ce qu'ils font? Les chevaliers ne peuvent pas rentrer chez eux, ils sont émigrés. Donc,
eh bien, ils vont à l'endroit où tout le monde est reçu, et donc ils vont à Saint-Pétersbourg. Et là, à Saint-Pétersbourg, ben, ils proposent à Paul de devenir le protecteur de l'ordre, et puis certains qui ont quand même de très gros avantages personnels lui proposent de devenir grand maître de l'ordre. Donc, ils essaient de court-circuiter le pape, qui est d'ailleurs très malheureux, puisque le pape est prisonnier, il est trimballé de Rome à Florence, puis de Florence à travers les Alpes, il va mourir de l'autre côté à Valence en France. Donc, le pape, quand même, réagit en disant qu'il n'en est pas question. Un orthodoxe ne peut pas devenir grand maître. On n'en tient pas compte. Et Paul, donc, crée un ordre de Malte qui est, je dirais, bireligieux, à la fois catholique et à la fois orthodoxe. Et à Saint-Pétersbourg, aujourd'hui encore, vous avez la chapelle catholique de l'ordre de Malte, la chapelle orthodoxe de l'ordre de Malte. Donc, il devient grand maître de l'ordre de Malte. Et donc, le voilà réclamant l'île de Malte. Mais bien sûr, elle est aux Français. Alors, lorsqu'il va essayer d'ouvrir des négociations avec Bonaparte, il lui dit, il faudra me rendre l'île de Malte. Et c'est là que Talleyrand est parfait. Il lui dit, mais alors ça, sire, absolument. Alors là, dès que nous aurons signé le traité, on vous rend l'île de Malte. Le problème, c'est qu'on ne l'avait plus puisque les Anglais s'en étaient emparés. Donc, Paul Ier est ravi de l'aventure et lorsqu'il découvre que les Anglais sont les maîtres du jeu, et bien donc là, alors, il va réclamer aux Anglais l'île de Malte. Il envoie un ambassadeur pour dire donc le tsar grand maître prend possession de l'île. Et là, il est maltraité par les Anglais, et ça devient la marotte de Malte, comme on disait en Russie à cette époque-là. Et sa haine des Anglais est liée à Malte. Donc le grain de sable de Malte, parce que c'est un grain de sable, hein, c'est une île qui fait 24 km sur 14, eh bien, va empoisonner les relations entre la Russie et l'Angleterre et entre la France et l'Angleterre. Très intéressant, merci. On l'a compris, hein, Paul Ier va être un tsar, c'est qu'à de le dire, incompris, mal aimé, détesté. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un parti pro-anglais, anglophile, très fort en Russie. Et donc là, il va y avoir une espèce de camarilla qui va se mettre en place. Camarilla dans laquelle son fils Alexandre va être au courant. Et là, je trouve que Alexandre fait preuve de naïveté parce que les futurs conjurés lui disent, en gros, lui font comprendre que ne t'inquiète pas, la vie de votre père ne sera pas menacée. Et on sait de quoi il en retourne, nous qui connaissons l'histoire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le fils du tsar, donc de Paul Ier, est au courant que son père va être destitué. Il ne dit rien. On peut même supposer qu'il est plutôt en accord avec cette position. Et le tsar Paul Ier est liquidé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, le problème, c'est que, bon, je veux dire, la camarilla dont vous parlez, c'est, je dirais, pas tous les anciens amants de Catherine II, parce que tous les anciens amants de Catherine II, ça fait à peu près 2 ou 3 casernes, mais donc, c'est quelques amants de Catherine II, notamment le dernier, hein, c'est sans doute le plus courageux, puisqu'il avait 19 ans quand Catherine en avait 64. Platon Zubov, avec ses frères, leur sœur, qui est la maîtresse de l'ambassadeur d'Angleterre. Donc, on a, si vous voulez, une camarilla qui va faire lancer l'idée qu'il faut se débarrasser de Paul. Il est fou et il faut s'en débarrasser. C'est là. Le problème, Paul n'a jamais été fou, mais il était extravagant. Mais ça n'est pas un fou clinique. Donc, cette extravagance va être considérée comme de la folie par les Russes, parce que tout simplement derrière, ces grands seigneurs et ces grands officiers vont dire qu'il était fou. Et l'Angleterre n'intervient pas. Ce n'est pas elle qui pousse, mais c'est elle qui donne l'argent. Comme toujours, l'Angleterre ne fait pas, elle a toujours les mains blanches, mais son chéquier est toujours ouvert. Donc, c'est Whitworth, l'ambassadeur, qui va sans doute payer beaucoup de choses. Et c'est un complot d'officiers généraux, très proches du tsar d'ailleurs, qui
Alors le problème, c'est qu'avec Paul, on n'est jamais sûr d'avoir ses galons le lendemain et surtout sa tête. Donc tout le monde a tellement peur que bon, on se dit, il vaut mieux en tuer un seul que d'en perdre plusieurs. Et donc cette camarilla va essayer d'obtenir l'appui d'Alexandre. Alors c'est là qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer, je dirais, cette faiblesse d'Alexandre. C'est que le chef des conjurés, qui est aussi le chef de la police, lui montre des papiers en disant que Paul a décidé d'envoyer son épouse dans un couvent, de faire arrêter ses deux fils, donc aînés, Alexandre et Constantin, et de se choisir un nouvel héritier. Donc là aussi, si vous voulez, ils se rendent compte que leur vie est en danger, du moins ils le croient, et ils sont prêts à accepter l'idée d'une déchéance du tsar, mais bien sûr pas de sa mort. Enfin, il ne faut pas faire d'Alexandre un parricide. Mais le problème, c'est que les autres savent pertinemment qu'on ne peut pas garder un tsar survivant, qu'il y aura toujours dans la population des gens qui vont se soulever en sa faveur, etc. Et donc le sort de Paul est décidé. Et donc il est assassiné donc, en 1801, donc en septembre 1801, septembre-octobre 1801, de façon sordide, positivement sordide. Oui, il y a deux choses assez étonnantes. Je ne sais pas si certains croient à la prémonition, mais vous dites, alors qu'il effectue son habituelle promenade à cheval par ce temps mou de printemps qui accompagne déjà la Russie, il éprouva une sensation de manque d'air et dit à son grand écuyer, veulent-ils m'étrangler? Et puis, quelques heures avant de mourir, il déjeune, enfin il dîne, il se lève de table, il se dirige vers Kutuzov et le prince Yusupov, président du collège des manufactures. Il vit son image déformée par une glace défectueuse. Il leur dit alors plaisamment, quel drôle de miroir, j'ai le cou tordu. Et vous ajoutez, c'était 1 heure et demie avant sa mort. Oui, absolument. Mais il avait été prévenu par un moine, un de ces moines de la Russie, hein, qui sont à la fois des prophètes et quelquefois des illuminés, et qui lui avait dit, tu mourras le jour de la Saint-Sophonisme. Et il est mort le jour de la Saint-Sophonisme, et tu seras étranglé par tes serviteurs. Il a été étranglé par ses généraux. Non, c'est terrible. Et donc, monsieur Blondy, j'ai une dernière question pour clore cet entretien passionnant avec un ouvrage que je recommande, hein, Alain Blondy, Paul Ier chez Perrin. On dit souvent qu'un écrivain, un historien, lorsqu'il écrit sur un grand personnage, en général, il aime le personnage sur lequel il a travaillé pendant des mois ou des années. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous aimez, est-ce que vous appréciez cette figure, ce tsar Paul Ier? Alors, je ne vous dirais pas que je l'apprécie, mais il est attachant. C'est-à-dire que c'est un gâchis dès sa naissance. Je dirais, on ne dira jamais assez ce qu'une mère peut faire de dégâts. Et là, vraiment, Catherine II a été la meilleure. En l'occurrence, elle l'a complètement ruiné. Elle a ruiné son psychisme, elle a ruiné son physique, elle a ruiné sa vie politique. C'est vraiment, je veux dire, Catherine II n'est pas du tout ce que Voltaire voulait bien en faire. Hein. Je veux dire, elle a eu la chance d'avoir Voltaire pour écrire des choses particulièrement intéressantes sur elle, d'autant qu'elle le payait. Mais peut-être qu'en tant que souveraine, elle n'a pas été si mauvaise que ça, quoique il y aurait beaucoup à dire sur la gestion économique de la Russie. Mais elle a été une mère absolument abominable, abominable. Et donc, on voit chez ce garçon, je dirais, une fragilité qui va entraîner cette extravagance à la limite de la folie, à la limite de la démence, et en même temps, ce désir de bien faire, un désir de pureté aussi, qui est absolument étonnant dans l'amour qu'il a pour ces deux femmes, la première qui va le tromper ouvertement, et la seconde qui restera une femme absolument aimante, un peu trop germanique, un peu trop pot-au-feu pour lui, peut-être qui cherchait une âme plus élevée. Et donc, il s'est un peu ennuyé avec elle à la fin de sa vie.
mais elle l'a aussi beaucoup aimé. Donc Paul est un personnage intéressant. Il n'a régné 5 ans, il est totalement méconnu. Je disais au début de mon ouvrage, quand j'ai commencé à travailler sur Paul Ier, il m'est revenu un petit poème que j'avais appris au cours élémentaire, vous vous rendez compte. Écoutez tous en frémissant l'histoire courte mais véritable d'un crapaud désobéissant qui fit une fin lamentable. Eh bien, c'est cela. C'est un crapaud, c'est un prince crapaud, mais qui va faire une fin lamentable alors que c'est un garçon qui est quand même pétri de gentillesse, mais aussi d'extravagante démence. Je vous cite rapidement, vous dites, juste après ce poème, vous dites Paul Ier, prince crapaud, mal doté par la nature, ignora durant son enfance et une partie de sa jeunesse ce qu'était l'affection et notamment l'amour maternel. Rejeté par sa mère, méprisé par les nombreux amants de cette dernière, environné d'espions de cour qui surveillaient ses faits et gestes, puis, lorsqu'il devint père de famille, relégué loin du pouvoir et privé de ses fils, le tsarévitch s'inventa un espace de liberté à la limite de l'autisme, créé de toutes pièces par son imagination quasi maladive. Oui, tout à fait. Bon, eh bien écoutez, Monsieur Blondy, quelque chose à rajouter? Non, vraiment non. Eh ben, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Alain Blondy, aux éditions Perrin, Paul Ier d'Alain Blondy, aux éditions Perrin. Monsieur, à très bientôt. Merci.